Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 469 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 13e numéro de notre top 100 joueurs NBA de 2025, top 100 participatif avec aujourd'hui la participation de Thomas Dufan du média First Team, bien entendu. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e numéro de notre top 100 participatif avec plein de monde, de médias différents. Aujourd'hui, le média First Team est représenté par quelqu'un qui a déjà eu Luka Doncic en trade dans son équipe préférée l'été dernier. Il se demande si on va pas pouvoir échanger Marcus Smart contre Giannis en février prochain. C'est Thomas. Comment ça va, Thomas ? Ça va super, Guillaume. Écoute, je suis ravi de ton invitation et de participer à ce top 100 ultra ambitieux. C'est un exercice très difficile. Je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais écoute, ça me fait plaisir d'être là. Dont le format n'est pas intuitif, hein, on peut le dire, mais oui, une fois qu'on a le truc, ça va. D'ailleurs, j'ai toujours rien compris. Hein. Alors, grosso modo, on fait... Bon, Thomas Dufan, évidemment, que vous connaissez de First Team, bien entendu. D'ailleurs, en parlant de First Team, les previews vont arriver très bientôt, bien entendu, sur ce mois d'octobre. Mais vous avez aussi un nouveau format, notamment sur la chaîne YouTube, qui est hyper sympa, où vous prenez, notamment, il y avait le cas John Wall, vous l'avez fait dernièrement, puisqu'il est parti à la retraite. Le format s'appelle, évidemment, j'ai oublié de le noter, c'est Double Team, où vous revenez un peu sur des cas comme ça, ouais. Ouais, exactement. L'idée, c'était de parler de joueurs qui nous ont fait kiffer dans l'histoire, d'arriver avec toute une trame de sa carrière, etc., avec Tom Saravino la présentation, et d'arriver en face avec des souvenirs, des avis, etc. Très honnêtement, c'est un format qui a été créé pour Dennis Rodman. Voilà, on pensait à lui. Il n'y a pas mieux en termes de on-off court. Et je pense que dans l'année, il y aura un Dennis Rodman avec Wax, parce que c'est le plus grand fan de Dennis Rodman en France. Donc voilà, mais je sais que ça plaît beaucoup. Et puis on voulait aussi, autant qu'on puisse, transmettre un peu aux plus jeunes. Nous, ça fait longtemps qu'on regarde. Je sais qu'il y a toute une nouvelle vague de jeunes fans NBA. Donc c'est aussi comme ça que tu raccroches avec les anciens. Donc il y a eu Durant aussi, qui a été traité là-dessus. Ouais, c'est ça, Kevin Durant. On a fait Gilbert Arenas, c'était passionnant. Il y a Jeremy Lin qui sort. Voilà, écoute, il y a des joueurs plus iconiques que d'autres. Le but, ce serait aussi de faire des gars qui ont eu des histoires, tu sais, parfois tragiques, ou des trucs un petit peu plus compliqués. Enfin, en tout cas, dont la carrière hors terrain est plus importante que la carrière sur le terrain. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, tu vois. Donc voilà. Mais Gilbert Arenas, c'était un bon épisode, parce qu'en plus, on a eu grâce à Netflix, on a eu beaucoup d'infos sur ce qui s'est réellement passé. Dans le vestiaire des Wizards, bien sûr, avec les flingues. Dirk avec Steph, évidemment, Stephen Brun. Obligatoire. De Dirk, hein. obligé. Tu dis Dirk ou Roger Federer, il se met à pleurer, donc on était obligé de le faire avec lui. Et John Wall aussi avec Kevin Séraphin, qui l'a connu, même classe de draft, même QV de draft, d'ailleurs la 2010, les deux ensemble à Washington. Bon voilà, un peu de pub, un peu First Team, on aime bien aider les petits médias qui commencent, tu vois, Thomas. C'est gentil, t'as raison, il faut aider les jeunes étudiants qui se lancent dans le business, parce que c'est la jungle, hein, c'est difficile. Bon, et puis vous aussi sur First Team, vous n'êtes pas que NBA aussi, vous parlez aussi beaucoup notamment basket européen. Vous commentez des matchs aussi pour la Ligue française. On a commenté toute l'année dernière sur DAZN. Cette année, on nous retrouvera un petit peu moins, mais on a bon espoir de continuer à parler de basket français, de basket européen, et puis les grandes compètes aussi internationales. Dès que l'équipe de France joue, tout le monde regarde. Il y a des pics d'audience à la télé et sur First Team, parce que de toute manière, on se régale de suivre les 12 meilleurs Français qui font des résultats. Enfin, je dis ça une année où on passe pas les 8e. mais ouais, on essaie de couvrir tout le basket, parce que de toute manière, on pense que c'est le meilleur sport du monde. Oui, je pense que vous avez raison, potentiellement. Mais... potentiellement, tu vois, tu te livres pas trop. Moi, je pense que c'est le meilleur sport du monde. Ouais, moi j'ai plusieurs amours. Moi, j'aime aussi le foot. Moi, si j'avais plusieurs vies, j'aurais fait ça, mais sur plein de sports à la fois, en fait, je pense. Clairement. Mais je te rejoins complètement. On a tous un peu grandi en tant que fan de foot. Moi aussi, je suis un fan de foot de fou. Là, je viens de découvrir le golf. Je comprends qu'il y a une culture très très forte, comme il y a aussi dans le basket. Mais je pense que quand tu prends, ce sera un super débat à faire, mais si tu prends tous les facteurs, à la fois spectacle, le jeu en tant que tel, la médiatisation, la culture hors terrain, etc.,
Je pense que le basket est imbattable. Et puis aussi le côté populaire. Voilà, quand même, on se met dos à dos avec les tennisman et les golfeurs, faut pas déconner. Et les rugbyman, bien sûr. Tu t'intéresses au golf, donc on comprend que ça marche plutôt pas mal First Team, du coup. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est un sport particulier. Oh là là. D'ailleurs, tu me disais le futur de First Team, c'est la prochaine fois on rachète les droits de la NBA, hein, carrément, c'est ça, pour diffuser les matchs en France. En concurrence avec Amazon, voilà. Bon, C'est ça, ouais. si t'as 11 milliards à me prêter, écoute, on pourra peut-être faire 2 saisons. Écoute, j'en rigole, je fais la blague aujourd'hui, mais je sais que potentiellement, d'ici 5-10 ans, on sait pas où ça va, on sait pas où Ouais, ça peut aller. Dans 11 ans, exactement. Il y a 11 ans de contrat. Mais bon, t'as raison, c'est jamais. Bon, et puis Thomas, on te voit en vidéo, on te voit sur la chaîne First Team partout, mais tu viens du monde du podcast à la base aussi. Le Hoopcast à l'époque, et même t'avais avant ça le Hoopcast sur Basket USA, t'avais aussi un podcast à deux avec Erwan. C'est ça. Qui s'appelait Are You Kidding Me? Et tu nous parles c'est un véritable vestige là dont tu me parles. Tu te rends compte qu'on a lancé le podcast avec Erwan, donc chez lui avec une petite carte son, etc. à l'été 2012. On est en 2025. Je trouve ça dingue. Dingue. Il était venu raconter ici sur le Basket Lab un peu l'histoire de First Team. Là. Il nous avait raconté tout ça. C'était qui t'avait repéré parce que t'étais le mec au fond du bus dans l'équipe qui était lui il est intéressant quand il parle basket. Donc si on faisait un truc avec lui. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ouais. Parce que j'étais aussi un des seuls qui pouvait lui tenir tête sur des arguments dans l'équipe. Donc voilà. Mais oui, c'est une super histoire qu'on a hâte de raconter au cinéma. T'imagines ou Netflix bientôt aussi. Ah ouais, avec plaisir. Alors là, avec plaisir, ça va financer ma retraite, ça encore. L'histoire de First Team, ça vous intéresse avec Erwan, c'était les numéros 135 du Basket Lab. Voilà, ça vous intéresse d'aller voir ça. Mais bref, aujourd'hui, donc Thomas, tu as accepté cette invitation, tu participes, tu représentes First Team dans ce classement participatif de plein de médias différents, médias français. Donc le top 100, on a une playlist de 100 noms qui a été faite avec les auditeurs. On prend à chaque fois 5 nouveaux noms, on les ajoute au classement. On a déjà fait 11 épisodes, on a un top 55. À la fin de cet épisode, on aura donc un top 60, bien entendu. Avant qu'on passe à la QV du jour, est-ce qu'au niveau du classement actuel, tu as des remarques à faire, des demandes de reclassement, puisque le classement est évolutif, notamment en haut du classement? Est-ce que par rapport au top 10 ou au top 15, tu as des trucs qui te choquent un peu? Quand j'ai fait la première lecture, honnêtement, tu vois, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. De Yanis à Kevin Durant, vu qu'on prend l'année 2025 et qu'on essaie d'oublier un petit peu la legacy des uns et des autres, je crois quand même, et malgré, c'est pas le plus grand fan de ce gars-là, mais je pense que Kawhi Leonard est un peu bas en étant 12e. Je pense qu'il n'est pas derrière Devin Booker. Je pense pas qu'il soit derrière Kate Cunningham. Je pense qu'il est plutôt 7-8. Alors avec des blessures, des machins, des fails, des trucs. Je pense malgré tout que même en 2025, Kawhi Leonard doit être top 10 dans le top 55 qui est déjà là face à moi. Donc voilà, c'est le seul truc. Le reste, je suis plutôt OK sur ce que vous avez réussi à faire. Alors, je crois que l'argument, c'était le côté où il est blessé, mais quand il revient, en fait, il revient petit à petit. Il joue pas beaucoup au début, il est pas au même niveau, mais c'est vrai que si on évalue un peu le niveau qu'il a atteint à un moment de la saison, notamment à la fin de saison, c'est vrai que ça reste encore de très haut niveau, quoi. En playoff, on a retrouvé un peu le Kawhi qui était, comparé à Michael Jordan, quoi. Le pull-up à 2 points et tout, là, contre les Nuggets. Mais je note, ok, cette demande de reclassement. Jan Jackson, ça te choque pas qu'il soit aussi haut? Si, ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que j'ai l'impression que c'est un truc typiquement français, ça. Je pense que Jaren Jackson Jr. est très, très coté en France. Je dis pas surcoté, parce qu'il est très fort, il n'y a pas de doute. Je pense qu'il est très coté en France. On a une espèce d'avis sur Memphis et sur ce gars-là qui le place très, très haut. Parce que c'est sûr que devant Kevin Durant, devant Devin Booker, devant Kate Cunningham, devant Kawhi, devant Trae Young, on a beau l'apprécier énormément. On a du mal à se dire qu'un jour il sera réellement numéro 1 d'une équipe. Pas qu'il l'ait pas été l'année dernière, mais voilà, j'ai un peu tilté, mais je comprenais pour l'aspect défensif, tu vois, par l'émancipation un peu de Ja Morant l'année dernière. Voilà, donc je l'ai compris, j'ai tilté, mais je trouvais que Kawhi Leonard était un truc plus intéressant à faire. Ok. Bon, c'est clairement l'aspect défensif là-dessus. On est d'accord que c'est pas du tout un créateur principal. Bon, alors du coup, la QV du jour, tu as eu du beau monde aujourd'hui. Tu as eu Austin Reeves, tu as eu Klay Thompson, Nikola Jokic, De'Aaron Fox et Fred VanVleet qui malheureusement est blessé. Est-ce que c'est sa dernière année top 100? On n'espère pas, mais peut-être, on ne sait pas. Question traditionnelle, avant qu'on les prenne un par un, qu'on en discute un peu en détail. Comment est-ce que tu classes ces 5-6 entre eux déjà en premier G?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de débat, moi, dans mon classement, mais tu me diras, Nikola Jokic, bon, évidemment, avec un gap énorme. Je mets De'Aaron Fox en 2. On peut se poser la question entre Austin Reeves et Fred VanVleet. Ça, c'est une vraie question. Et je vais tenter d'y répondre maintenant en disant qu'Austin Reeves sort d'une meilleure saison que Fred VanVleet. Et je mets Clay, évidemment, Papy Clay, le capitaine, le golfeur, lui aussi, en 5e position de mon classement. Je suis d'accord, et même Klay Thompson était presque, on savait pas trop s'il allait être dans la pré-liste des 100 au final. D'ailleurs, il pourrait sauter si on rajoute d'autres noms à la fin pour un peu en bonus. Donc ouais, j'ai un peu le même classement, Jokic, Fox, Reeves en 3 aussi de mon côté, VanVleet 4 et Thompson 5. Mais très bien, alors discutons-en en détail. Tiens, prenons Austin Reeves, premier joueur du jour. Je fais le topo et je te lance. 35 minutes par match pour Austin Reeves cette saison, donc c'est beaucoup, mais parce que JJ Redick, 73 matchs cette saison, quasiment 20 points, 6 assists de moyenne. En termes de usage, on est sur du 23% d'usage de volume de responsabilité, c'est pas mal, c'est une bonne deuxième, troisième option d'équipe, on va dire, plus 7% d'efficacité relative à la moyenne, ça c'est très bien, il est très efficace. Et pour te lancer, on a été sur quelqu'un qui a été un vrai bon titulaire quand même, d'une équipe qui a fini top 3 à l'Ouest. Non mais Austin Reeves fait une énorme saison. Il est en pleine progression année par année, personne n'est surpris. Je vais reformuler ça. On est surpris par le niveau qu'il est en train de devenir, et à côté de ça, au vu de ce qu'il a montré dans les tout premiers émois là des playoffs il y a 2 ans maintenant, on se dit qu'il est juste en train d'exploiter un potentiel qu'on avait entrevu il y a 2 ans en playoffs. Et ce gars-là est devenu d'une fiabilité en attaque, bien sûr, d'une fiabilité à toute épreuve. Il est même sous-utilisé depuis que Luka est arrivé, et c'est l'une des grandes questions de la saison. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble et gagner ensemble? Ma réponse est évidemment non. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Mais pour sa saison 2024-2025, ce que j'apprécie, c'est donc que c'est devenu un vrai bonhomme. Tu vois, il s'est un peu épaissi, qu'il joue toujours avec beaucoup de cœur, qu'il est particulièrement excellent quand il n'y a pas LeBron, quand il y avait des blessés, quand il n'y avait pas Luka. Qu'on a tous en mémoire son match à Noël l'année dernière face aux Warriors, où il finit en triple-double avec un finish fantastique, les tirs de Steph et son lay-up à la fin. Il a une saison, alors iconique c'est peut-être un peu fort, mais il a des moments iconiques. Il a des moments, il met 45 points dans un match où il n'y a pas LeBron, et il fait gagner son équipe dans des moments importants. Il fait une saison régulière de très haut niveau, que je tempère terriblement avec les playoffs, parce qu'on lui demande d'être un joueur qu'il n'est pas, c'est-à-dire il a besoin d'avoir la balle, il a besoin de jouer des pick and roll, d'avoir des ISO, d'avoir la liberté. Et quand t'as Luka à côté de toi, et LeBron accessoirement, on lui demande d'être d'autant plus efficace sur du catch and shoot, là où en fait son efficacité va baisser un peu naturellement. Il n'est pas Klay Thompson. Donc voilà, une belle saison pour un beau joueur qui sort de nulle part, qui est apprécié par tout le monde. Voilà, et je pense qu'il y a peu de détracteurs à Austin Reeves parmi les fans NBA, et c'est tout à fait mérité. C'est vrai que en plus au niveau des playoffs, il y a un peu de mauvais côté parce que défensivement il s'est fait cibler par Edwards qui allait le chercher sur des switches, par Randall qui aussi allait le chercher sur des switches. Donc là-dessus on a bien vu le compromis défensif évidemment. Et de l'autre côté, je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'avoue que moi ça manque un peu de créativité offensive de la part de Redick parce qu'en face les Wolves ont été souvent en switch aussi. Et donc en fait t'avais un côté où tous les systèmes qui étaient joués, ça marchait pas parce que juste ça changeait sur les écrans. Et après, c'est clair que moi, je suis très fan du profil créateur. Je pense que je suis un peu comme toi. Ça fait 2-3 ans déjà que je me dis, on pourrait sans doute l'utiliser encore plus. Et malheureusement, sur des switches, c'est peut-être pas, sur des 1 contre 1, je veux dire, c'est peut-être pas la configuration idéale pour lui. Je pense que c'est un excellent mec de pick and roll qui peut, tu vois, quand le big reste un peu bas, il va dans la mi-distance, il s'installe, il prend la faute, ou il prend c'est un des meilleurs de NBA pour faire la fin de 2 tirs, là, et prendre les lancers francs, ou pour prendre son petit pull-up à 2 points. Et c'est vrai qu'il y a un côté où, quand tu switches un peu partout et que donc le mec doit affronter non pas des pick and roll avec un espace devant lui après l'écran, mais des 1 contre 1, il y a moins cette force de frappe de 1 contre 1 que d'autres. Et au final, j'étais un peu déçu en playoff à quel point l'attaque n'avait pas été assez variée, diversifiée et créative pour des sorties d'écran, des jeux à 2 éventuellement entre petits, pour apporter un peu des actions complexes, etc. Et ça, on n'a pas trop eu, mais j'avoue que moi, mon truc principal sur lui, au-delà des playoffs, c'est l'efficacité, quoi, qui est vraiment génial dans à peu près toutes les zones. C'est un shooter qui est, tu vois, encore 39% cette année à 3 points, 44% sur les longs 2 aussi, au panier, c'est très bien. Je pense qu'il y a un côté où, en fait, on peut dire que c'est pas un créateur à haut volume, de type Luka Doncic, tu l'as dit, mais pour des volumes un peu secondaires, j'ai envie de dire que c'est quand même dur de faire mieux, quoi, je trouve, en termes d'efficacité et de rentabilité sur les tirs qu'il va prendre. Non, mais je te rejoins un petit peu, tu sais,
Une question a été posée durant la saison. On se posait la question de est-ce qu'il est la troisième meilleure option de toute la NBA. Alors Oui. évidemment, après tu regardes l'effectif des Celtics l'année dernière, tu dis que non. Mais en tout cas, dans l'idée, il pouvait jouer cette carte-là parce qu'il a tout en magasin, qu'il joue avec beaucoup de confiance. Ça, c'est un truc moi qui m'a toujours bluffé. Je l'ai vu jouer avec les Lakers, je l'ai vu jouer avec Team USA. Aux Philippines où il n'était pas censé jouer les premiers rôles, sauf que Steve Kerr le faisait jouer tous les money time parce que à un moment donné il a un truc un peu différent des autres, parfois inexplicable. Alors moi j'appelle ça un peu de cœur, tu vois, c'est un gars qui va jamais se cacher, qui va toujours tenter de faire les différences, qui va réussir à faire les différences et qui à un moment donné peut-être à très 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 haut niveau. Donc là, je te parle de voilà de playoff NBA, de money time NBA face à des équipes ultra physiques, va un petit peu pêcher sur cet aspect-là et donc va perdre en efficacité. Tu parlais de son efficacité pendant la saison régulière, il n'y a rien à redire. Pour les playoffs, il tire plus de 9 fois 3 points, il descend à 31%. Mais parce que la physicalité des playoffs est différente. Mais on peut pas lui reprocher ça à un moment donné, tu vois. Quand t'as quelqu'un face à toi, il faut prendre la personne dans son entièreté. Donc c'est un vrai beau talent d'attaque, c'est un joueur qui est efficace partout, tu l'as très bien dit. C'est un gars qui doit jouer des pick and roll, c'est un gars qui doit avoir de la liberté. C'est aussi un gars sur lequel tu ne peux pas compter en défense, qui va toujours être ciblé. Il va toujours être ciblé. Le basket est fait de telle manière à ce que tu profites des faiblesses adverses. Il est pas grand, il est pas physique. Il a envie de bien faire. Hein. On sent qu'il a envie de bien faire, mais juste il n'est pas assez physique pour pouvoir tenir des joueurs NBA. Donc essayons de le mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là où je te joins complètement, c'est qu'on a tous loué la saison régulière de JJ Redick et on lui est tous tombé dessus par rapport à ce qu'il a produit en playoff. C'était un coach rookie et on l'a bien senti parce que quand le niveau s'élève, c'est là où il faut aller chercher dans sa poche des trucs pour faciliter la tâche de son attaque. Et il n'a pas été en capacité de sublimer son équipe. Et donc Austin Reeves, on peut lui tomber dessus, mais on connaît ses limites. Voilà. Donc là où je te rejoins complètement, c'est la responsabilité est clairement du côté de JJ Redick. Mais bon, je crois que tout le monde le sait. Hein. Là, il y avait le Media Day hier. Tout le monde ne parle que de ça. Hein. On a arrêté de parler de Bronny. Maintenant, on parle de bon bah Austin Reeves, on en fait quoi? On le transfère ou pas vu qu'il est en fin de contrat? Donc bon. Oui, et puis comme t'as dit aussi, il s'est un peu transformé. On l'a transformé en joueur de catch and shoot en playoff, quoi. Donc forcément, en plus, le 3 points rentrait pas forcément en playoff, c'était un peu dommage. Et du coup, ça fait que le joueur était plus aussi rentable, quoi. Mais tu vois, on est sur un mec qui est parmi les gros drivers de NBA, il est top 15 en termes d'efficacité, parce que c'est pas un mec qui va aller comme Giannis ou comme SGA au panier tout le temps, mais en fin de drive, il a le petit pull-up à 2-3 mètres du panier, il y a le toucher de balle, il y a le flotteur, il y a les lancers francs. Donc c'est un mec, tu vois, ce drive, on l'a pas vu en playoff, et c'est un peu dommage. Et comme tu as dit aussi, le compromis défensif, parce que pour ça aussi, peut-être que tu parlais de est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble, Doncic et Reeves. Je pense qu'offensivement, avoir un tel shooter à côté de Doncic, ça peut être cool. Par contre, c'est vrai que est-ce que deux maillons faibles en défense, c'est pas trop? C'est un peu aussi la question, je pense, qui va se poser de deux mecs que tu peux cibler. Et le passing, on l'a pas encore parlé de ça, mais le passing est aussi très cool, hein, pour le coup. Oui, 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 oui. Il y a C'est un toujours. vrai bon passeur. C'est un vrai bon passeur. Il a ça en lui. Je sais pas s'il a été formé meneur de jeu. C'est une question. Vu son passage à la fac qui est tellement. Particulier. Bah ouais. Je crois qu'il fait Oklahoma et Wichita State. Il fait deux facs Exactement. carrément. Ouais. Ouais. Donc il a été drafté pour être shooting guard, y a pas de doute, mais Ouais. c'est ce qu'on ouais, c'est un gars, c'est un porteur de ballon quoi, c'est un initiateur comme on dit, c'est un gars qui doit avoir la balle, qui doit créer pour les autres. Donc oui, il sera jamais dans les hauteurs de Luka, mais en même temps, personne ne l'est à part Nikola Jokic. Donc c'est un gars en qui tu dois avoir confiance pour créer du jeu. Et donc d'être à côté de Luka, malheureusement, ça le limitera toujours à un moment donné à exploiter à fond son potentiel, au moins statistique, si ce n'est je sais pas si on peut dire numéro un, aussi je suis pas sûr qu'il ait ça en lui d'être numéro un d'une équipe, mais par contre, ça peut être ton premier créateur. On parlait de Jaren Jackson Jr. Bon, bah, si les deux devaient être associés un jour, tu vois, ils seraient totalement complémentaires. Voilà. Donc, mais c'est un joueur, tu vois, tout à l'heure je disais sans hater, je sais pas si t'as le même ressenti, mais alors, c'est pas Caruso, il a plus de talent que Caruso, mais ils ont tous les deux ce truc de ouais, underdog, gars qui s'imposent, gars qui sont dans des équipes qui comptent et qui gagnent, et appréciés de tous, les coéquipiers, les adversaires. Enfin, tu vois, il y a vraiment les fans. Il y a une espèce de truc, une espèce d'aura positive autour de ce mec.
Même depuis le début, là, tu sais, où quand il fait à peine 2-3 minutes chez les Lakers au tout début et qu'il y a le mème de LeBron qui lui explique un truc et il fait une tête bizarre, travaille pas de ce match à Dallas. C'était un peu une icône d'internet dès le début, quoi. Mais Même ouais. si son meilleur mème, c'est quand même quand il y a des baddies en courtside. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Voilà. Austin Reeves qui se transforme en Kobe Prime quand il y a des jolies filles en courtside, ça me fait beaucoup rire. Alors niveau classement, où est-ce qu'on imagine Là, on va taper un peu plus bas évidemment que le top 15. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je vois des points de repère de type Norman Powell ou Kobe White et Jalen Green. Est-ce que t'étais par là à peu près? Tout à fait. Parce que en fait, le souci, c'est qu'il n'est pas All-Star et que dans le top 40, en fait, alors à partir de Josh Hart 37, alors il y a Aaron Gordon aussi, mais bon, c'est que des mecs qui ont été All-Star, qui ont le potentiel All-Star. Hein, tu vois, évidemment, il y a notre ami Jamal Murray qui sera jamais All-Star de sa carrière parce il a pas envie, qui est dans la liste et qui sera devant naturellement. Mais donc on se retrouve là dans les 36, 37, 38. Josh Hart, est-ce que Josh Hart est meilleur qu'Austin Reeves aujourd'hui? Plus complet, oui. Meilleur défenseur, complémentaire de star, mais est-ce qu'il est vraiment véritablement meilleur? Je pense on est plutôt pas mal, hein, 37 là. Moi, par rapport à Norman Powell, je t'avoue que je pense que je le préfère à Norman Powell. Je pense que alors le volume est pas énorme, hein, Austin Reeves, hyper efficace, c'est pas un gros volume, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup plus de création collective. Donc le coller à Powell et un peu au-dessus, ça m'irait. Je sais pas ce que t'en penses. Donc Josh Hart, Reeves et Powell, ou alors on descend Josh Hart en dessous de Powell, et comme ça on fait Reeves, puis Powell, puis Josh Hart. Ouais, récompensant quand même les attaquants. Allez, faisons comme ça alors. Et mon DeMar DeRozan qui est 39 là, le downgrade. Ouais, mais lui, il faut le reclasser, je pense. Hein, il est un peu bas. Oui. Je pense qu'il va finir un peu plus haut quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que lui, il est à la fois. Bon, il est pas ultra efficace, mais il est efficace à gros volume. Je pense qu'il pourrait aller taper plus haut, je suis d'accord. Là, on essaie d'être intelligent, etc. Tu vois, mais si tu mets Deni Avdija qui a fait une fin de saison en trombe, etc., 29e, bon, tu vois, Tu veux qu'on le fasse maintenant? Tu veux qu'on reclasse DeRozan, qu'on le colle à un Jamal Murray, par exemple? Tu peux le remonter. Hein. Tu peux le remonter. Allez, faisons comme ça. On colle DeRozan à Jamal Murray. Mais je suis d'accord, mais ça a du sens parce que Reeves est plutôt un volume faible, comme on a dit, alors que DeRozan, c'est volume de star, quoi. Donc, de remettre un peu un écart entre les deux, ça me va. Ça me va très bien. Et pour finir, avant de parler du joueur suivant, pardon, petit quiz. Hey, je te prends par surprise. Petit quiz pour terminer. On essaie de se remémorer les actions marquantes de la saison. Donc, nous sommes le 17 janvier 2025. Est-ce que tu es capable de citer qui est sur le terrain au moment d'un dunk légendaire de Austin Reeves contre les Brooklyn Nets? Wow! Oh, la question à $20 000. Alors, remets-moi ça en tête. Alors, qui est sur le terrain avant de ce dunk? À Brooklyn? Non, à Los Angeles, le 17 janvier 2025. Je tente. Ouais, je pense qu'il n'y avait ni LeBron, dommage, ni Eddie. Tu m'as dit, il n'y a pas Eddie. Mais sur le terrain, à ce moment-ci, il y a LeBron, ouais. Ah, ok, il y a LeBron. Alors, s'il y a LeBron, est-ce qu'il y a Jackson Hayes? Exactement, Jackson Hayes, tout à fait. Ok, Rui Hachimura, on va tenter. Oui, sur le poste exactement. 4, ok. Et il nous manque un arrière. Est-ce que ce serait pas ce bon vieux Gabe? Non, c'est pas Gabe, c'est un très jeune qui est parti. Qui est parti dans le trade. Très jeune qui est parti. Ah, qui est parti dans le trade. Ah bah c'est notre ami Max Christie. Exactement, Max Christie, Reeves, LeBron, Jackson Hayes et Hachimura. Et alors côté Brooklyn, on va s'amuser maintenant. Waouh. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Brooklyn, l'année dernière, donc une équipe que j'ai vue jouer en direct, je pense que c'est l'équipe avec laquelle j'ai pris le moins de plaisir. Vraiment, terrible. Mais là, franchement, ça va. Il y a quand même du beau monde sur le terrain. Ça va. Ok. On est avant le trade. Donc, D'Angelo Russell est toujours aux Lakers. Tout à fait. Ok. Alors, Cam Thomas. Pas Cam Thomas, non. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment il s'appelle encore notre grand bête? Comment il s'appelle? Oh là là. Comment il s'appelle? Leur pivot gaucher, défenseur. Oh là là, comment il s'appelle? Exactement. Mais comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Claxton. Exactement, Nick Claxton. D'Ilo. Ah, donc D'Ilo est là? Oui. Ah, ok. Je crois qu'il était après le trade. Ok. Enfin, avant le trade. Ok, D'Angelo Russell est là. Mais il est à côté Brooklyn, hein, je veux dire. Il est pas Lakers, il est côté Brooklyn. Hein. On est 17 janvier. Oui, ok, d'accord, pardon, excuse-moi. Ok, est-ce qu'il y a Cam Johnson? Pas Cam Johnson, il y a un All-NBA. Un mec qui a été All-NBA. Et c'était pas volé.
Oh, attends, c'est qui? Ben Simmons? Exactement, Ben Simmons est sur le terrain. Il y a un ancien top 10 de draft de Memphis, mais qui a un peu busté. Il n'y a pas si longtemps, mais il a été re-signé à Brooklyn Un d'ailleurs. top 10 de draft à... Oh la vache! Attends, c'est qui ça? Top 10 de draft à Memphis. Il n'y a pas si longtemps. Alors, le temps pas si longtemps, là, ils mettent pas. Hein. On est plutôt pré-Covid ou pas si longtemps, c'est genre quoi, il y a 3 ans. Qui c'est ça? Son nom, c'est le nom de la République démocratique du Congo. C'est l'ancien nom. Ah oui, Zaire Williams, bien sûr. L'indice. Bien sûr. Exactement, Zaire Williams. Oh, l'indice, quoi. Incroyable. Et le dernier. Alors attends, prépare-toi, encore pire. Le dernier, c'est les gens qui font rire dans un cirque. Ah oui, c'est Clowny, le mec. Au cirque. Ouais. Exactement. Bravo. Là, l'équipe, elle est terrible. Hein. Donc deuxième joueur du jour, si tu veux bien, on peut avancer sur Fred VanVleet, comme ça on fait un peu le duel entre les deux. Directement VanVleet, je te fais le topo, 35 minutes par match pour VanVleet, 60 matchs cette saison, 14 points et 5 passes quasiment de moyenne, 18% de usage, donc un volume un peu plus faible, mais en même temps il n'est pas là que pour prendre des tirs. Efficacité, malheureusement, on est à moins 11% relatif à la moyenne, donc un peu une panne d'efficacité cette saison, on va en parler. Mais malgré tout, pour te lancer, on est quand même sur un mec où la valeur était autre que simplement le scoring. C'était un élément hyper important de la défense d'élite des Rockets. Ouais, absolument. Non, il fait une belle saison. On parlera de ses points négatifs plus tard, mais ce qu'on demande à Fred VanVleet avec son expérience et son style de jeu, c'est d'être un général et d'être le relais d'Ime Udoka. Et il fait une très très belle saison. Si les Rockets sont deuxième de conférence Ouest, c'est en très grande partie grâce à lui parce que il a pris la main de l'équipe, en tout cas en termes d'émotion et de leadership. Voilà, et c'est son équipe. Il est le meneur de jeu et en tant qu'ancien meneur de jeu, je mettrais toujours en avant ces gars-là qui arrivent à changer l'état d'esprit et la culture limite d'une équipe. Voilà, après le départ de James Harden, ils étaient en friche, ils ont galéré, ils ont trouvé un coach, ils ont trouvé un général sur le terrain, et maintenant il y a plus qu'à laisser les joueurs les plus talentueux s'exprimer, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire l'année dernière. Non, il fait une bonne année. Après, il y a des stats, oui, mid, on va dire. Voilà, si par rapport à ce qui se fait en NBA aujourd'hui, tu regardes ses stats, tu regardes son salaire, tu te dis, est-ce que c'est réellement rentable? Et c'est pour ça aussi qu'ils ont prolongé, avant sa blessure malheureusement, un prix qui allait à tout le monde. Mais Fred VanVleet a quand même un truc pour lui, c'est que tu as envie de le suivre. Il a un truc attachant aussi, qui fait que les coéquipiers le suivent. Donc, pour moi, c'est une vraie bonne année, parce que les résultats collectifs sont en pleine progression. Bah, il y a le côté défense déjà de base, défenseur on-ball. C'est un des meilleurs, je sais pas, mais en tout cas un excellent premier rideau défensif. Il est peut-être pas au niveau Caruso, Derrick White, mais c'est quand même extrêmement solide et ça fait du bien, ça, ce côté défensif premier rideau. Ça stoppe un peu déjà l'initiateur en face généralement. Et non, mais au-delà de ça, il y a un côté aussi, comment dire, même en défense off-ball, il est petit, mais il fait les rotations, il bouge l'espace, il revient sur les shooters, etc. Donc, pour moi, la valeur défensive sauve un peu le profil et l'aspect d'inefficacité en attaque, mais pas que, parce que, tu vois, pour moi, l'utilité aussi, pourquoi il fait une mauvaise saison? Parce qu'il shoot assez mal à 3 points. Cette année, il est à 34,5, 35 à peu près, alors que son vrai niveau, je pense, est largement au-dessus. Mais pourquoi? Je pense que le régime de tir a été plus compliqué que d'habitude, parce que en fait, il y a tellement un manque de créateurs offensifs à Houston, notamment de créateurs un peu traditionnels, tu sais, pick and roll, parce que Amen Thompson, c'est pas pareil, et Sengun au poste bas, c'est pas pareil, mais du coup, c'était soit Jalen Green, soit VanVleet pour un peu créer sur des pick and roll un peu de manière un peu normale. Et donc, notamment, son arme principale, c'est pas le drive. Ça, c'est un des pires drivers de NBA à cause de sa petite taille, mais c'est normal. C'est le pull-up à 3 points. Et il y avait un peu ce côté où, forcément, le 3 points, il va avoir des stats un peu plus basses parce qu'il fait quand même beaucoup plus de pull-up que catch and shoot, plus qu'avant. Et que, mine de rien, certes, ça rentrait pas des tonnes, mais c'était quand même un atout tactique, je trouve, pour, tu vois, même on l'a vu contre les Warriors, où par moment, dans la série, il arrivait un peu à faire sortir loin du panier Draymond Green, parce qu'il y a la menace de ce pull-up à 3 points, et derrière, une fois que Draymond monte dans le périmètre, hop, la passe par-dessus, ou la passe autour, et puis il y a un surnombre à exploiter derrière, donc j'aime bien quand même cette utilité tactique de ce tir-là que Green a un peu, mais qui rentrait pas non plus des tonnes, et qu'au final, moi j'explique un peu comme ça l'inefficacité, et que tu vois, c'est pas comme si sa seule utilité était de scorer. Il y a un peu tenir la balle, il y a un peu le passing, il y a un peu la défense, donc au final je suis prêt à passer outre ce côté pas rentable en termes de scoring parce qu'il y a plein de valeur ajoutée ailleurs, quoi. Ouais, mais je te rejoins complètement, et c'est la structure de l'équipe de toute manière qui ne permettait pas
à ce type de joueur-là de vraiment s'exprimer. On l'a beaucoup dit l'année dernière, autant on a loué la férocité de l'équipe, la défense, le jeu sur open court. Le problème, c'est que sur demi-terrain, tu produis zéro passe décisive, chacun joue un peu dans son coin, t'as Ouais. beaucoup de profils qui se marchent sur les pieds, donc t'as qu'un seul mec qui est capable d'envoyer à 3, quitte à le faire pour que ce soit rentable, à le faire à de faibles pourcentages. Et c'est Fred VanVleet. Donc je te rejoins complètement. Mm. Il est le seul joueur de son profil en NBA, dans la NBA en 2025. Si t'as pas 3 shooters sur le terrain, le spacing devient très rapidement catastrophique. Donc l'année dernière, tu joues avec Jalen Green qui est pas fiable, Dylan Brooks qui a ses moments mais qui est pas fiable. Limite le meilleur autre shooter dans euh, dans l'équipe, c'est Jabari Smith Jr. en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. donc à partir du moment où Rich Shepard, tu lui fais pas confiance l'année dernière, tu te retrouves avec un espèce de jeu un peu phagocyté et donc un Fred VanVleet qui a des pourcentages qui baissent drastiquement. Tu vois, dans l'histoire, il y a pas beaucoup de mecs pour lesquels tu dis il est à 41% au tir, mais il fait une bonne saison. Tu vois, de voir Iverson. Iverson, voilà, bon, voilà, basta en fait, parce que c'est surtout à l'ère des stats avancées. KD et LeBron ont tellement changé ça. Si t'es pas à 50%, les limites, on va dire que t'es nul. Alors que dans l'histoire du basket, bon bah oui, si t'es à 45% mais que tu gagnes à la fin, c'est tout ce qui compte. Bon bah ouais, Fred VanVleet, il est un petit peu, il est paradoxal. Il est un peu dans un paradoxe. Il est très important, mais il est pas efficace. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Bah on se met d'accord sur un contrat plus intéressant pour les deux parties. De toute façon, on parle d'un mec qui malheureusement est blessé, donc ça fausse tellement l'analyse. Tu sais, j'ai un peu de déception en parlant de lui parce qu'on a beaucoup d'attentes avec l'arrivée de KD. Tu perds ton général, tu perds ton meneur, tu vas pas bouger sur le marché des trades là au moins avant la mi-décembre. Belle perte pour nos amis texans. Tu penses que ça va lui plaire Boston Van Vliet ou pas Là, contre Derrick White? c'est clair, c'est clair. Ça ferait un contender assez fort hein, avec Derrick White Rockets. Ah ouais, Derrick White, il match partout. Hein. S'il veut venir aux Lakers contre Austin Reeves, il hésite pas aussi. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté, voilà, l'imitation de drive, on les connaît, et ça n'a jamais été trop ça sa force. C'est un des pires de NBA, mais disons que ça a été amplifié, comme tu dis, par le fait que non seulement il est mauvais, mais en plus il n'y a pas d'espace. Donc en fait, tu peux pas y aller au panier, quoi. Ou t'y vas, mais très très peu, et tu finis très mal parce que quand il y a toujours 3 défenseurs dans la raquette, c'est quand même pas pratique. Mais tu vois, l'autre avantage que je trouve aussi à son profil, c'est que Jalen Green est un peu l'autre porteur de balle classique, on va dire, de cet effectif, avec un pull-up, je veux dire. Mais Green, si tu fais un edge sur lui, tu fais un drop ou quoi que ce soit, il n'y a pas le passing, quoi. Pas des tonnes. Alors que Van Vliet avait un peu cette utilité de, bon, il y a le pull-up ou un peu le passing pour mettre un peu lancer Sengun en roll ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a aussi ça, je trouve, c'est pas la folie le passing, mais c'est quand même les basiques très forts. Donc voilà, et avec tout ça, dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine alors, le Fred Van Vliet? Bah écoute, c'est une bonne question. C'est pas simple. C'est pas ça parce qu'il va être quand même confronté à des mecs qui ont de bien meilleurs stats que lui. Tu vois, un gars qui est en 14 et 5, titulaire et gros temps de jeu. Bon, qu'est-ce que ça vaut clairement en 2025? C'est pas simple. Donc moi, je vais le descendre jusque. Je pense quand même que, en fait, il va être à peu près avec la Austin Reeves. Hein. Pour moi, il est au-dessus de Ludort, on va dire. Donc tu vois, Au-dessus le Dort. il est Ouais. en 40. Je le mets en 40. J'avais d'autres points de repère, moi. C'est juste un peu plus bas, mais c'est Green et Nembhard que j'aime bien. J'aime bien la comparaison parce que Ok. tu vois, Jalen Green aussi est pas hyper efficace non plus. Et Nembhard, c'est un peu le même profil, tu sais, de porteur de balle, pas à gros volume, pas efficace sur la saison. Après, il y a les playoffs, mais très défensif également. Donc j'aimais bien ce point de repère. Après, c'est peut-être juste qu'il y a un côté où les deux défenseurs, Dort, McDaniels, peut-être on les descend et comme ça rapproche un peu tout le monde. On peut aussi imaginer un truc comme ça, quoi. Tu vois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, Jalen Green, en fait, le problème de Jalen Green, ce sont ses playoffs. En fait, c'est quand même le juge de paix et tout ça. Et le mec se fait quand même transférer parce que on a tous vu que ça va être compliqué toute sa vie en playoff. Et là, peut-être que l'ancienneté, peut-être que je suis un peu biaisé par ce qui s'est passé à Toronto, etc. Mais je le mets quand même au-dessus, moi, tu vois, de Jalen Green. Pas en termes de potentiel. Je pense que c'est un gars qui a plus d'atouts pour performer en NBA, tu vois, Jalen Green. Mais à un moment donné, on vise une année, et je pense que Fred VanVleet a été plus important dans l'émancipation et l'évolution des Rockets pour aller jusqu'à la deuxième place de saison régulière. Donc pour donner un peu la prime au playoff, on reclasse un truc du genre Nembhard
parce qu'il y a quand même la fin de saison, puis Van Vliet, puis Jalen Green. Ça te va un truc comme ça? Ouais, c'est pas mal. Et notre Kobe White, il est au-dessus. Eh ben, il s'en tire bien, lui. Hein. Tu penses que... C'est vrai qu'il n'y a pas la défense Kobe White, mais... Ah ouais, non, c'est rampante. Bah, le truc, c'est que Kobe White, il régale. Franchement, bravo Kobe. Hein. Bravo, mon grand. L'autre Kobe. Oui, l'un des autres Kobe. Il y avait Kobe Carl aussi. C'est vrai. Kobe Carl, là j'ai un flashback Kobe Carl, carrément le fils de George Carl. Oui, il a joué aux Lakers, hein, il est champion NBA. C'est vrai. Il est devenu assistant coach, je pense, à 22 ans. Non, oui, il est dans les staffs, très apprécié apparemment. Mais en fait, ce que fait Andrew Nembhard, alors c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes équipes, tu joues pas de la même manière. Je pense que tout le monde se serait éclaté l'année dernière avec les Pacers en playoff. Mais quand t'arrives à être aussi bon sur un run des playoffs, bah ouais, tu gagnes tout de suite 10-15 places. Et donc, c'est bien qu'Andrew Nembhard, là, tu l'aies mis devant des Hashimura, devant Jalen Green, tu vois, parce qu'il faut récompenser des mecs qui ont explosé le plafond. Et tu vois, au final, il y a 4 places d'écart entre Reeves et Van Vliet. Donc, c'est pas mal. Comme ça, le duel, ils sont un peu serrés. Très bien. Donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 2 novembre 2024. Mais qui est sur le terrain, Thomas, au moment de ce tir clutch en overtime de Van Vliet contre les Golden State Warriors du 2 novembre 2024? Ah, mais je me souviens de ce match. Attends, non, 2 novembre 2 novembre, tout début de... Ouais. Non, il n'y a pas Sengun. Warriors Rockets. Ouais. Alors qu'il y a eu une série de playoffs Warriors Rockets. Donc, c'est parfait pour se mélanger. Exactement. C'est tout le but. C'est tout le but. Ah ouais, bah bravo. Hein. Alors, bon, côté Rockets, on va dire Sengun, bien sûr. Non, il n'y a pas Sengun. Il n'y a même pas Sengun. Il est blessé. Ouais, il n'est pas là. Bon, on va dire... qui on va dire Jabari Smith est là. Oui. Ok, Amen Thompson. Oui. Ouais. Dylan Brooks est là. Pas Dylan Brooks. Tari Eason est là, oui. Ok, et donc il me manque un grand, Steven Adams peut-être? Non, c'est plutôt un petit, si je te dis Michael Red, Vanderblue. Ah bah, Michael Vert, pourquoi tu me parles de lui? C'est lui? Caris Levert. Les noms de famille, c'est indice. Red, Blue. Ah, pardon. Attends, Jalen Green. Jalen Green, bravo, tout à fait. Attends, mais c'est incroyable, ça me comme... Mais attends, mais pourquoi tu me parles de ça? Tu te rappelles de Vanderblue ou pas? Je me souviens très bien de Vanderblue. Non, mais attends, je me dis, mais pourquoi il parle de lui? Je suis fou. Énorme. Et alors, côté Warriors, alors, tu vas voir, il y a des surprises aussi. Steph est là ou pas? Eh non, il est pas là. Ouais, c'est ça. En début de saison, il était blessé. C'est sa période où il est blessé. Qui on a? Kevin Looney, ouais, tout à fait. On a Jonathan Kuminga. Exactement, le néo-multimillionnaire qui vient de signer un contrat ce matin. Ouais, oui, tout à fait. Son nouveau contrat. 2 ans. Ça va, en tout cas, bonne ambiance dans le vestiaire des Warriors. On adore. Cette année, est-ce qu'on n'a pas dit Anthony Melton, du coup, avant sa blessure? Il était pas sur le terrain, en tout cas, mais on avait un bon ami. Un très bon ami, comment on dit, un bon ami en anglais. Un bon pote. Bah, attends, c'est qui, ça? Un mec qui était drafté par les Pelicans, Sacramento, Indiana. Ah, Buddy Hield. C'est Buddy, le Buddy Hield, tout à fait. Bien sûr, le Buddy. J'étais sur Dude, donc je me disais de quoi il me parle. Qui encore ce mec? Je vois pas. C'est John Dude. Buddy Hield, bien sûr. Dude. Un ancien first pick de draft, mine de rien. Andrew Wiggins. Exactement, Wiggins, c'est le dernier. Il était avec Shabazz Mohamed à la fac à UCLA. Un grand meneur, très grand meneur, mais très très lent. Un grand meneur de jeu à la fac à UCLA. C'est littéralement son surnom tellement il est lent. Ah bah c'est notre ami, Kyle Anderson. Exactement, slow-mo, Kyle Anderson, voilà qui est sur le terrain. Et donc troisième joueur du jour, Klay Thompson, 27 minutes de jeu par match, à peine 27, 72 matchs, 14 points pour l'ami Klay Thompson, 22% d'usage, donc un volume assez modeste également. On est à moins 4% relatif à la moyenne, donc ça c'est un peu dommage aussi qu'on n'ait pas une belle efficacité sur un role player comme ça. Pour te lancer, est-ce que vraiment c'est un joueur top 100 ou pas? En tout cas, on va aller taper plus bas qu'on aurait fait dans son prime, évidemment. Oui, ça, sans aucun doute. Il est sur le déclin, ce bon vieux Klay, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense même pas qu'il le prendrait mal, il le sait. Son rôle a changé, ses responsabilités ont changé en allant à Dallas. Mais je trouve quand même qu'il nous fait une bonne saison. Il y avait pas mal de doutes. Tout le monde était resté sur son horrible dernier match avec les Warriors là, en play-in. Bien sûr, on s'en souvient tous. Mais il fait une bonne saison. Il a des pics. En fait. Et le plus beau pic, c'est le match à Golden State où il est magnifique et où Dallas gagne.
En fait, Clay, c'est un orgueilleux, mais il a besoin d'être dans une bonne équipe de basket pour vraiment performer, encore plus lorsqu'il est sur le déclin. Il a continué à bien shooter, il a continué à être fiable, il a joué des matchs malgré l'âge avancé, mais il s'est passé tellement de choses à Dallas l'année dernière qu'à un moment donné, il a dû se dire, attends, je sors de 15 ans où peut-être qu'on a eu deux, trois turbulences, mais bon, concrètement, ça va, quoi, on a bien vécu, à une saison peut-être la plus chaotique de l'histoire pour une franchise. Difficile à classer. S'il est top 100, il est ric-rac. Ouais. Voilà. Mais on va quand même faire péter l'argument de la longévité, l'argument du kiff de Clay, l'argument du capitaine, quoi. Parce que vraiment, la scène avec tous les chapeaux de capitaine de bateau, là, ça, c'était drôle. Ça m'a fait marrer. Ouais, puis le match aux Warriors, c'est lui qui les assassine hein, avec des Il 3 est points de clutch, ouais, les uns après les autres là. Ouais, c'était. Mais après, tu vois, moi, il y a un côté l'année qu'il a dû vivre les 360 derniers jours parce que je quitte les Warriors, j'arrive dans une équipe qui est contender. Ensuite, Luka Doncic est tradé, donc là c'est déprime totale. Et Cooper Flack arrive et finalement on est de nouveau contender, etc. Avec Davis. Et puis ensuite il va être rééchangé aux Lakers contre LeBron. Tu vas voir les montagnes russes hein, d'émotions qu'il va vivre. Non mais alors blague à part, j'ai quand même bien aimé. Je trouve qu'il a décliné, ça c'est évident, mais je pense qu'on est quand même sur un joueur intéressant, sur un plutôt bon temps de jeu. Et le shoot est encore très cool, hein, évidemment. Il y a ce côté, moi j'aime bien l'atout tactique des pick and roll entre petits, tu vois. Le match à Golden State, c'est un peu ça, c'est Doncic qui fait venir un peu Klay Thompson. Pourquoi ? Parce que Klay est défendu par Curry, donc ça permet un peu de cibler Curry. Et quand Curry veut pas switcher et fait il veut un peu gêner Doncic avant de recover, bon bah Klay Thompson il s'en va au pick and pop et c'est cool quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'à côté de Kyrie et de Doncic, il était là un peu en catch and shoot, en spacing, donc ça c'était cool aussi. Et la question c'est aussi par rapport à la défense. On est loin de l'époque où il était secrètement d'ailleurs un des meilleurs défenseurs on-ball de NBA sur le premier rideau, mais je pense que c'est pas du tout cata. Donc je me dis au global, on a quand même un shooter d'élite encore sur un gros volume, tu vois, 8 par match encore, alors qu'il joue 28 minutes, mais 8 par match, des 3 points. Défense encore pas mal du tout. Et je trouve que, mettons un peu de côté la fin de saison où ça jouait plus rien, mais sur les 40 matchs où les Mavs étaient quand même très compétitifs, bah je trouve que c'était un role-player finalement assez intéressant. Loin de son prime, mais intéressant Bien tout de sûr. même, quoi. Non, mais là où je te rejoins, c'est que la NBA, de toute manière, c'est une affaire de rôle. Et dans le rôle de 3&D, Klay Thompson, même à 35 piges, reste l'un des meilleurs, en fait. Ouais. Et oui, bien sûr qu'il y a plus athlétique, il y a plus adroit, il y a plus en forme, il y a beaucoup moins d'expérience aussi pour tous les autres joueurs. Et puis, tu as toujours cette espèce de confiance. Tu vois, il y a des trucs quand même qu'on n'explique pas. Klay Thompson, s'il est ouvert 15 fois à 3 points dans le corner, faut lui donner 15 fois la balle, quitte à ce qu'il fasse un 15, tu vois. Et ça, c'est une plus-value. Ce sera une plus-value pour Dallas si ça se passe bien l'année prochaine. Donc, non, moi, je suis d'accord avec toi. On a tous eu un peu peur vraiment d'un gars qui allait jouer 30 matchs et tu vois que son contrat allait devenir catastrophique. Il a fait une bonne première année individuellement. À lui de confirmer une deuxième avec des résultats qui seront plus en adéquation avec l'effectif qu'ils ont. Ouais, alors j'avais peur des blessures, j'avais aussi peur de la fin à Golden State, tu sais, par moment, et comme c'était un peu son équipe, les Warriors en partie, il y avait un côté, non, mais moi je veux mes pull-ups, je veux un peu je veux de la création, et ça c'est pas trop son truc, quoi. Tu sais, un peu des passages comme ça, quand ça se fritait avec Jordan Poole, ce genre de choses, on voyait un peu c'est pas hyper intéressant, quoi. Donc là, c'est aussi bien parce qu'on est sur, on retrouve un mec qui est, tu vois, à plus de 85% de panier assisté, quasiment. Donc voilà, on est vraiment sur le role player, la finition. Pour jouer un rôle, hein. Franchement, exactement. Il a accepté. Il aurait pu aller aux Lakers, etc. Mais à un moment donné, il a fait un choix. Il s'est dit, je vais jouer avec Luka. Ouais. Le truc un peu dommage, c'est qu'on a plus un peu le côté, non pas explosivité, mais un peu vivacité pour aller au panier quand il y a un close-out sur lui, tu sais. On a un peu perdu ça. Il a 35 ans. Il a 35 ans, faut dire, voilà. Il a 35. Ouais, puis il fait des blessures. Oui, je suis d'accord. Mais bon, on l'a jamais retrouvé après sa blessure, de toute manière, ce côté explosif de jeune premier. C'est 2 ans sans jouer, de toute façon. Tu le payes à un moment donné. Mais il reste efficace, tu vois, un gars à 14 points par match à 39%, ça se monnaie cher en NBA encore aujourd'hui. Hein. Ça, c'est des gars qu'on va monnayer cher. La différence d'opinion qui peut exister, à mon avis, s'il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas dans le top 100, c'est par rapport à la défense. Je pense que c'est là-dessus où si tu pondères sa défense en disant non, moi je pense qu'elle n'est pas intéressante, évidemment qu'il va sortir du top 100. Moi, de mon côté, j'estime qu'elle est encore plutôt pas mal, donc je pense qu'il est un peu dedans. Mais alors justement, côté classement, où est-ce qu'on l'imagine, le Klay Thompson ? Bah écoute, alors attends. Quand je vais tout en bas, là,
Le 55e joueur, c'est Jabari Smith. Ouais. Sur l'année 2025, je suis pas sûr que Jabari Smith fasse une meilleure saison. Pourtant, tout va dans le sens de Jabari Smith. À un moment donné, les résultats collectifs, un peu de progression. En plus, lui, il a beaucoup de concurrence. Mais je pense que, tu vois, là, avec Allerford, ils sont bien tous les deux, hein, les papis, là. Ouais. Donc tu irais taper un peu au-dessus. Juste au-dessus de ça, Jabari Smith, ça me va. Je le mettrais pas au-dessus de Dylan Brooks, PJ Washington. Ok. Avec Allerford, Ok. là, tous les deux, mes petits papis, là, je les mets ensemble. Tu mets Klay Thompson entre Jabari Smith et Horford alors. Exactement. C'est ça. Très bien. Ouais, ça me va. Ça me va. J'avais un peu un point de repère à pas dépasser qui était Barnes, notamment Harrison Barnes, parce que il y avait un côté 3&D, mais plus jeune et encore plus rentable, quoi. Pour le coup, plus gros temps de jeu. Mais je te rejoins que sur Jabari Smith, je pense que le profil théorique est hyper intéressant. On avait bien développé aussi à quel point la saison est en soi, dans l'utilisation qui a été faite, il a été sous-utilisé par Udoka, qui préfère du non-spacing et de la défense que le petit shoot de Jabari Smith. Donc, ok. Bah, mettons-le là. T'as raison, mettons-le là. Ça me va très bien. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 10 février 2025. On est juste après The Trade. Et c'est un match contre les Sacramento Kings, un match en overtime, il reste 10 secondes et Klay Thompson met en overtime le tir pour repasser devant à 10 secondes de la fin. Mais qui est sur le terrain entre ce Dallas-Sacramento du 10 février 2025? Ça, c'est le match où Anthony Davis se blesse ou pas? Je crois pas, non, je ne crois pas. Je sais peut-être, mais qui se blesse. Attends, qui se blesse? Un match qu'on a tous pu voir en plus à 21h30. Je sais plus, bref. Kyrie est pas blessé, donc je veux dire Kyrie. Exactement, il est là. PJ Washington. Washington est là, tout à fait. Je veux dire Derek Lively, on tente. Non, j'ai dit une bêtise. Non, j'ai dit une bêtise, il n'y a pas Washington. Il y a Kyrie, Klay Thompson, et ensuite il y a un pivot small ball pour du shoot, parce que vraiment c'était en sortie de temps mort, il fallait du shoot. Un pivot pour du shoot alors, Dallas? Ouais, un small ball, hein. C'est plutôt un ailier. Ah, d'accord. Najee Marshall, du coup? Pas Najee Marshall, non. C'est un mec, il a le nom de la star des Wolves et le nom du pivot du Jazz. Attends, c'est un Edwards ou c'est un Anthony? C'est un Edwards et le pivot du Jazz. Comment il s'appelle le pivot du Jazz? J'ai que Kessler en tête. Bah oui, c'est ça. Tu sais que j'ai failli dire Gobert. Hein. C'est Kessler Edwards qui est sur le terrain. Le petit Kessler Edwards, ouais. Bien sûr. Ensuite, il y a une ancienne star des Nets, la star des Nets, qui fait des allers-retours entre Dallas et Brooklyn depuis 3 ans. Un mec, ah oui, c'est notre ami, bien sûr, notre ami numéro 28 ou 26, 28. Exactement. 28 en hommage de Kobe, c'est Dinwiddie, ça, c'est Spencer. Exactement, Dinwiddie. Et le dernier, on en a déjà parlé dans un quiz côté Lakers, puisqu'il est arrivé du côté depuis les Lakers. C'est Max Christie, et alors côté Sacramento, du coup. Alors là, on a eu aussi un trade. Ouais. Alors, on a du Sabonis. Ou pas sur le terrain pour la défense, il n'était pas. Non. Qui on a alors dans cette équipe de naze là? Qui on a? Tu sais que là, je réfléchis. Je me souviens pas de la contrepartie des Spurs. Hein. C'était un pic non protégé 2031, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, un cadeau quoi. Sacramento, on a Malik Monk. DeRozan n'est pas sur le terrain, DeRozan non plus. Oh mais attends, c'est quoi cette équipe là? Attends, mais souviens-toi, Fox, c'est un trade à 3. C'est un trade avec Chicago aussi. Eh oui, il y a Zach LaVine, t'as raison. Exactement, Zach LaVine. Mais c'est pour ça que je me souviens pas de la contrepartie. Voilà. Parce que j'avais complètement zappé que Zach LaVine était à Sacramento. Parce que tout le monde s'en fout. Est-ce que Zach LaVine, alors c'est un débat parallèle, mais est-ce que Zach LaVine, quoi qu'il arrive, c'était pas son destin d'arriver aux Kings à un moment donné? Bah, une fois qu'il y a eu des DeRozan, oui, on savait que ça allait être les Chicago Bulls de Sacramento. Oui, c'est pas faux, oui. Terrible. Bon, alors, qui nous manque, là? On a un petit défenseur, excellent défenseur d'ailleurs, petit défenseur. C'est pas David Mitchell, il est déjà non, il est à Miami, n'importe quoi. Un petit défenseur, c'est ce qui fait tourner un bateau, tu sais, le bateau, il y a un truc qui tourne et qui fait avancer le bateau sur l'eau. Le mât? Non, il y a le truc qui tourne en bas. Voilà. Truc qui tourne dans le moteur. Qu'est-ce que c'est que cet indice horrible? Non, c'était Keon Ellis. La petite hélice qui fait tourner le bateau. Keon Ellis, en plus, c'était grave mon gars de la fantasy l'année dernière. Mais là, je me rends compte, tu vois, je suis pas encore entré dans ma saison NBA, là. Là, je le sens. Je le sens parce que si sur Keon Ellis, je bug, on est dans la merde. On a un nouveau Lakers d'ailleurs, un mec qui a commencé la saison à Memphis, mais qui désormais est aux Lakers. Jack LaRavia, bien sûr. Exactement, Jack LaRavia. Zach LaVine. On a aussi un ailier classique, ailier défensif des Kings, un titulaire. Keegan Murray. Exactement, Keegan Murray. Keegan. Et le dernier, c'est
C'est un intérieur, on va dire, de switch, qui a fait du Utah, qui a fait du Denver, qui a fait du Détroit, qui était à Kentucky à l'époque de, tu sais, Devin Booker, Kat, etc. Là. Comment je peux te le faire deviner? Un intérieur. Quoi, un peu de petite taille, un peu? Ouais, un peu plutôt pour l'attaque, mais nul en attaque, mais aussi nul en défense. En fait, il est nul. Ouais, donc, c'est un mec de Kentucky. Un Canadien, ouais. Un Canadien de Kentucky. Un Canadien de Kentucky, Trey Lyles. Exactement, Trey Lyles, Ouais, tout à fait, tout à fait. Quatrième joueur du jour, on avance De'Aaron Fox si tu veux bien. 36 minutes par match, 62 matchs, 23 points, 6 passes de moyenne quasiment cette saison. 28% d'usage, là je parle des stats globales, hein, et Sacramento et San Antonio. Au niveau de l'efficacité, on est 3% en dessous de la moyenne, donc ça va, on est au niveau de la moyenne grosso modo. Et pour te lancer, on est sur 2 saisons, une, même si la deuxième ça a été coupé court parce que blessure de Wemby. Ouais, absolument, De'Aaron Fox. C'est toujours difficile de juger des mecs qui ont été transférés en cours d'année, Ouais. et surtout lorsqu'on on veut se projeter sur les Spurs, et les Spurs, ça fait pchit tellement rapidement que c'est impossible d'émettre le moindre jugement sur une début de relation entre les deux joueurs. Ils ont trop peu joué ensemble. Je sais même pas combien de joueurs. C'est moins de 5 matchs, hein, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Oui, parce que de toute façon, c'est All-Star Game, donc ouais, très peu de matchs. Jouer ensemble. Ce qui est sûr, c'est que il a, avec ce trade, conforté l'idée que c'était un meneur de jeu qui comptait en NBA et qui était très demandé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un joueur sous-coté et que s'il avait été drafté au Knicks, ça aurait été une star. Donc, je suis pas sûr que ce soit l'âme d'une star. Je pense que c'est un gars qui est sous-coté, a été sous-coté parce qu'il était à Sacramento. Donc maintenant, avec ce qu'il nous a prouvé, sa clutch attitude, sa vélocité, son énorme progression dans le mid-range d'abord, après dribble et même à 3 points, son leadership aussi, l'année dernière notamment, il a quand même montré des choses dans un bourbier comme Sacramento qui nous permettent de dire que tout va aller dans le meilleur des mondes, aux côtés de Victor Wembanyama, si, évidemment, il n'y a pas de blessure. Donc, c'est dur de le juger. Là, on est obligé quelque part de le placer avec ce qu'on sait de lui et ce qu'on espère de lui, plus qu'avec ce qui s'est réellement passé l'année dernière. Il y a des stats, hein, bien sûr, mais est-ce que prendre ce qui s'est passé à Sacramento pendant 50 matchs, ça a vraiment du sens, 40 matchs? Tu vois, c'est une question que je me pose quand j'ai vu le nom de De'Aaron Fox, je me suis dit, mais je me base sur quoi? Sur ce que je sais de lui, donc Sacramento, ou ce que j'espère de lui, le petit échantillon avec les Spurs. Bah, surtout que apparemment ça se passait pas hyper bien avec Mike Brown, hein, qui a fini par être viré. Quand il se fait virer, De'Aaron Fox je crois qu'il a pas trop des mots gentils, ou en tout cas il dit rien, il me semble. Donc on a bien compris quel était un peu pourquoi Mike Brown s'est fait virer. Et puis l'autre aspect, c'est que comme il arrive en fin de contrat aussi, c'est lui qui avait un peu le poids sur les négociations, surtout que le mec avec Rich Paul, ils ont fait sortir que non, je veux aller aux Spurs, donc forcément, je pense que tu vois, il y aurait pu avoir plus de meilleures offres pour De'Aaron Fox, mais sauf que le mec mettait un peu la menace de faites pas un échange pour moi, hein, parce que de toute façon je partirai aux Spurs, donc en fait ça a limité un peu les retours au niveau des échanges, quoi. C'est comme ça que les Kings sont fait un peu piéger, je trouve, en termes de retour, parce qu'il aurait pu mobiliser plus, à mon avis. Et sportivement, on était sur une saison où en fait, on est un peu sur les standards d'habitude. J'ai l'impression que plus on avance, plus on est sur 2023. Je vais pas dire anomalie, mais la très belle saison 2023, elle était hyper efficace. Le système qui était parfait et ça collait bien. Cette saison, on a aussi l'ajout de DeRozan, qui est aussi très fort, mais qui est le fit tactique est peut-être un des pires possibles, parce que c'est un mec qui a besoin du ballon, c'est un mec qui a besoin de faire ses pick and roll, et tu lui dis, viens, joue off-ball, fais la Princeton offense, viens tourner autour de Sabonis, et bon, ça marche pas, et ce qui fait que il fait une saison très solide, hein, Fox. Moi, j'aime plutôt pas mal, mais tu vois, il y a ce côté où j'espérais qu'il soit plus autour des plus 4, plus 5, plus 6% d'efficacité, alors qu'on est seulement au niveau moyen de NBA, notamment parce que le drive, on est à peine dans la moyenne aussi cette saison. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'il y a moyen de faire plus et il a le potentiel pour faire beaucoup plus. Donc ça va voir aussi dans un meilleur spacing, peut-être meilleur contexte aussi. Mais c'est un package intéressant parce qu'il prend beaucoup de ballons, il y a un rendement qui est assez cool. Le passing aussi, la création de décalage sur drive and kick est aussi très forte, parce qu'il y a cette explosivité et cette puissance aussi désormais qu'il a. C'est plus le
le Fox de début de carrière qui était tout fin, là, je sais pas si tu te souviens, Bien sûr, à l'époque, les duels avec Lonzo Ball et tout, là. Effectivement. Et même défensivement, c'est quand même assez solide, mais je te rejoins que, en fait, je sais pas trop comment juger les matchs aux Spurs où, en fait, bon, bah, ça joue plus rien, ça tank, quoi. Mais sur la première partie de saison, on est quand même sur le bon De'Aaron Fox d'habitude. Pas sur le 2023, mais sur le bon De'Aaron Fox d'habitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie baisse statistique et d'influence à son arrivée des Spurs. Parce qu'il ne joue plus rien rapidement, ça c'est clair, mais on le sent moins bien. Il a des petites blessures. D'ailleurs, on a appris qu'il va pas débuter la saison avec les Spurs. Hein, il est pété, il va pas jouer en pré-saison, etc. Donc c'est une nouvelle tuile dans la quête à la course au playoff. À partir du moment où, tu vois, je pense que toutes les stats que tu as avancées, qui sont ultra intéressantes sur la saison 2024-2025, sont biaisées par ce qui s'est passé aux Spurs. Ce n'était pas le De'Aaron Fox qu'on imaginait, tu vois. Donc vraiment, on est face à un beau tableau réussi à 75% et puis à 25% là à droite. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on vraiment on juge De'Aaron Fox sur ces 17 matchs avec les Spurs? Bah moi j'ai envie de dire que non. Voilà, donc on peut essayer de le placer, on va le placer, mais je vais le placer pour le joueur qu'il a été à Sacramento et pas sur le petit échantillon de côté Spurs. Totalement d'accord. Je pense que c'est surtout sur Sacramento qu'on va le classer et l'évaluer parce que du reste, on sait pas quoi en faire, quoi. De faire 2 mois de tanking avec Mamouche Kelashvili et d'autres mecs comme Superstar. ça. Mais que j'adore en plus, hein, j'adore. Non mais alors sur le jeu aussi, juste pour dire, on en parlait avec Van Vliet, mais tu vois, moi il prend assez peu de tirs au panier cette saison aux Kings. Je parle des Kings, hein, à peine 23% de tirs au panier. Je pense que c'est un mec en termes de drive, il devrait en prendre plus, mais lui il se fait un peu piéger comme tout le reste des Kings. Tu vois, l'histoire des Kings, c'est qu'en 2023 ils sont très bons parce qu'ils vont au panier et directement après les mecs ils disent ah ok, en fait il y a juste à bloquer l'accès au panier pour les Kings et c'est fait, quoi. Et du coup saison 2024 l'attaque est passe de première à moyenne, et pareil pour 2025. Et lui, il pâtit un peu de ça. Donc, tu vois, sur les quelques matchs qu'on a vus aux Spurs, la fréquence au panier avait pu un peu remonter. J'espère que ça peut être un peu le point de bascule, de retrouver un bon, voire même un driver d'élite. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas totalement été le cas. Mais voilà, le contexte des Kings fait que, non, la raquette n'était pas ouverte. Et à la place, tu prends des pull-ups à 2 points. Il l'aimait bien en plus. Hein, il est plutôt pas mal sur ses pull-ups longue distance. 41%, c'est très cool à cette distance. Mais on préfère un Fox au lay-up plutôt qu'un Fox à pull-up à 3 points ou à 2 points. C'est un peu l'idée. Ouais. Et il y a souvent dans ces cas-là, on pense au système, mais c'est parfois aussi des volontés individuelles. C'est-à-dire que oui. Je pense que évidemment ils sont tellement forts, les mecs, ils ont tellement confiance en eux que ils sont capables de tout faire avec une bonne efficacité. Mais le truc, c'est de gagner des matchs. Et là où je te rejoins complètement, c'est que si De'Aaron Fox place 2 dribbles en plus et va au lay-up pour provoquer des fautes, provoquer de meilleures passes pour des gars à 3 points ou provoquer une aide et lancer un alley-oop, c'est beaucoup plus efficace qu'un De'Aaron Fox qui a 2 dribbles de moins et qui va faire des petits jumpers, sachant que ces jumpers, ils sont très stylés, mais ils sont très difficiles. Il a des petits turnarounds, il a des petites feintes, etc. Ça, c'est des trucs de fin de match. C'est des trucs de fin de match. Donc, ta part de pull-up après pénétration, là, elle doit être une action, enfin, je te dis une bêtise, mais une action sur 5 plutôt que 3 actions sur 5. C'est là où De'Aaron Fox sera d'autant plus efficace dans un système où Victor va tellement polariser le jeu que tu vas forcément avoir des espaces. Même si, comme disait Lucky Luke, ça reste des jolis jumpers. Donc c'est très bien. Balam pam pam. C'est beau, ça marche. Dans le classement, on le met où alors, ce De'Aaron Fox? Je t'avoue que moi, j'avais un point de repère qui était Jamal Murray, à peu près par là. Ouais. Jamal Murray. Alors moi, j'en ai un autre. Hein. Moi, c'est Desmond Bane. Hein. Desmond Bane qui est un peu plus haut, je t'avoue. Ouais, alors Desmond Bane est très haut. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais quand je vois Desmond Bane, pour moi, De'Aaron Fox, c'est meilleur que Desmond Bane. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a Paolo Banchero en 21. Mais qu'est-ce que fout Desmond Bane en 18? Vous êtes fous, les mecs? Là, je vois des gars qui étaient sous. Je te le dis, hein. Desmond Bane devant Chet, Jimmy Butler, Paolo Banchero, Julius Randle, Zubac. Attends. Banchero, il fait pas une saison que top. Il est blessé malheureusement, donc c'est pas de sa faute, mais il est un peu blessé. C'est un All-Star? Non, le dernier. C'est un All-Star. En 24. Ouais. C'est un All-Star. Je comprends, et bien sûr que l'aspect des blessures doit entrer en ligne de compte, mais quand c'est pas des blessés chroniques, je pense qu'il faut quand même leur laisser le bénéfice de l'aura. Et donc pour moi, de voir Desmond Bane 3 places au-dessus de Paolo Banchero, je te cache pas que ça me titille un petit peu, quoi. Voilà. Après, tu vois, pareil pour Butler, qui je pense normalement devrait être 10 places plus haut, mais comme il fait une saison un peu. Mais sur les arrivées aux Warriors, il est magnifique. Il est magnifique, mais un petit usage et tout, quoi, tu vois. Mais bon, tu vas en play-off, tu régénères une équipe qui avait l'air d'être morte. Moi, Butler,
Butler, je l'aurais mis plus haut, je pense. Hein. Franchement, si on est arrivé au Warriors... Après, t'as raison, ce qui s'est passé à Miami, on peut pas l'occulter. C'est ça. Mais c'est les aléas d'une carrière. En fait, tu vois, c'est comme pour De'Aaron Fox. On se base sur l'ancien ou sur le nouveau. Ou pour Anthony Davis tout à l'heure. Je pense quand même que ce qui s'est passé en dernier, ça marque les esprits. Tu vois, donc Jimmy Butler, vu comment il a réussi à relancer les Warriors et il a été excellent, je pense que ça vaut plus qu'Anthony Davis aux Lakers par rapport à ce qui s'est passé aux Mavs. Et ça marche pour De'Aaron Fox, tu vois, donc... Mais alors on est d'accord que oui, je peut-être un peu bas alors le tiers Tyler Herro et Jamal Murray un peu bas et plutôt dans le tiers avec Butler, Banchero, Fox. Oui, je pense. Devant les créateurs un peu secondaires, Randle, créateur occasionnel à la Zubats, etc. quoi. Ok. Mais Guillaume, qu'est-ce que fout Desmond Bane en 18? Ok, je note la demande de reclassement, mais mettons-le De'Aaron Fox avec Banchero et Butler. Alors si ça te non mais convient. attends, dans le top 20 là, il nous faut des All-Stars. Sinon, là, Desmond Bane 18e. Tu veux pas le mettre dans le top 75 joueurs de l'histoire aussi? Tu fais de la discrimination anti gens qui ont des petits bras, c'est tout. Tout à fait. Anti-T-Rex, ouais, tout à fait, exactement. Donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 30 décembre 2024. C'est un alley-oop contre les Dallas Mavericks. Mais qui est sur le terrain au moment de ce alley-oop du 30 décembre 2024? Donc, on est sur un Kings Mavs. Exactement. Elles sont dures tes questions. 30 décembre. Et c'est pas les mêmes Mavs que tout à l'heure, évidemment. Ah bah non, ça n'a rien à voir. Bon alors attends, déjà les Kings, on va faire donc Fox, on va refaire les mêmes, hein. On va faire des Rosanne, Sabonis, Keegan Murray, et puis un Malik Monk. Bon, Exactement. Bon voilà, classique. Ok. Pour les Mavs, est-ce que Luka est là déjà? Eh non, il est blessé. Il s'est blessé le 25 décembre, donc. Ben oui, c'est ça, il est blessé à Noël. Grave. Oui. Il ne rejouera plus avec les Mavs, tu te rends compte? Non, j'ai toujours pas... Non mais c'est fou. Mais quel choix catastrophique. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire? Sur quoi je vais? Sur les mecs habituels. Daniel Gafford. Il est pas sur le terrain, Daniel Gafford. Non plus, c'est le quatrième pivot de la rotation. C'est pas encore Kessler Edwards, hein? Il me fait chier, lui. Hein. Non, c'est un vrai pivot, mais c'est un pivot qui est arrivé à Dallas dans le trade de Rajon Rondo à l'époque. Donc c'est un des mecs les plus anciens de NBA dans sa franchise. Ah, c'est notre ami Maxi Kleber? Non, c'est... Alors, il y a Maxi Kleber, oui, mais c'est pas lui que je pensais. Non, toi, tu penses à Dwight Powell? Exactement, Dwight Powell et Maxi Kleber, en effet. On a quelqu'un qui est toujours en free agency, d'ailleurs. Il attend un peu son chèque, mais je suis pas sûr que ça arrive. Pas un gros chèque, en tout cas. À Dallas, un mec qui attend un chèque? Il était à Dallas, mais ensuite, il a été échangé contre Caleb Martin. Il est parti du côté des Sixers devenir un go-to guy. C'est mon gars sûr, le gars qui attend toujours son contrat, t'as raison, et qui s'appelle, j'ai évidemment oublié son nom, le gars d'Enix, qui, tu vois, alors je vais broder en attendant que le nom me revienne, bien sûr. Comment il s'appelle? Mais il est terrible, oh là là, je l'ai trouvé nul au Knicks. Ce n'est pas Tarantino, c'est... Quentin Grimes. Quentin Grimes, exactement. Quentin Grimes est bien la preuve vivante, à l'image de Najee Marshall, que la NBA, c'est quand même un délire. Tu te rappelles le slogan, le slogan We're Amazing Happens, hein, c'est la NBA, We're Amazing Happens. C'est clair. Et le dernier, c'est un joueur totalement obscur, je sais pas si tu l'auras, il portait le numéro 10, il a fait une fin de saison, il a profité un peu du vide pour faire des points à Dallas. Si, je sais qui. Vas-y. Un arrière scoreur un peu? Exactement. Oui, je connais que lui, oh là là. Ah, mais je vois que lui. Mais il faut vraiment que je m'y remette. Allez, Thomas. Il aurait pu jouer dans les Feux de l'amour puisqu'il s'appelle Brandon. Oh là là, je suis terrible. Bon, dis-le-moi parce que ça m'est en train de m'énerver. C'est Brandon Williams. Bah oui, Brandon Williams. Mais ça, c'est les méga de fantasy, ça. C'est des gars, tu les prends, ils nous régalent. C'est un vilain rappel à l'ordre que tu me fais faire. On est le 1er octobre. Il faut vraiment que je me replonge dans ma saison NBA. Moi, je suis encore bloqué, là. Hier, je regardais l'Euroleague. Je découvre des équipes. Mais en fait, ils sont forts Dubaï. Non, mais la Poel Tel Aviv, ils sont super forts. Et voilà où j'en suis pour l'instant dans le basket. Et donc 5e et dernier joueur du jour, on peut passer à Nikola Jokic. On fait le quiz directement ou on parle quand même du joueur au niveau du classement? Qui ne connaît pas Nikola Jokic? La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Nikola Jokic en fait? Alors 37 minutes par match cette saison, 70 matchs, 29,6 points, presque 30, 12,7 rebonds, 10,2 assists, donc triple-double de moyenne, donc MVP, puisque c'est la règle des fans d'OKC. Ah non, pardon, les fans d'OKC cette année, ils n'ont pas voté pour le mec en triple-double. Donc 30% d'usage, plus 15% d'efficacité relative à la moyenne, on est sur des zones historiques évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On dit d'abord qu'on le met numéro 1 et on parle du joueur ou pas?
On peut dire qu'on le met numéro 1 en premier. Je suis d'accord. Bon, Ouais, attends, allez. écoute, on ouvrait un mini débat pour après. Ce qui est sûr, c'est que Nikola Jokic sort d'une saison 2024-2025 qui n'est pas seulement historique, qui est unique. Toutes les stats que l'on a mis en avant, évidemment les stats brutes, mais les stats lorsqu'il est sur le terrain vis-à-vis de son euh, vis-à-vis du banc, de l'effectif qu'il y avait autour de lui, même des aléas de la saison, de perdre Mike Malone ou enfin de perdre en tout cas de faire ce choix à quelques jours des playoffs qui restera comme un truc tout à fait étonnant. C'est des choses qui nous font dire que Nikola Jokic est un joueur bien entendu unique, qui est un joueur hors norme et un mec à l'image de Shaquille O'Neal, je pense qu'on ne reverra plus dans l'histoire de la NBA. Voilà, il y en avait pas avant. Il y avait des mecs qu'on pouvait un peu comparer, mais personne n'est aussi impactant dans un style aussi unique. Donc, moi, il continue à me bluffer. Pour grimper dans les chartlists all-time, il va falloir gagner des titres, ça, on l'apprend à personne. Mais je pense quand même, vraiment sincèrement, que la NBA ou les journalistes qui ont voté ont bien fait de le donner à SGA et pas de donner un quatrième à Nikola Jokic. Oui, alors je blague un peu sur l'MVP, hein. Pour le coup, Non, je sais bien, mais vraiment, tu vois, on est 3 mois plus tard, enfin 4 mois plus tard, il s'est passé beaucoup de choses, il est le meilleur joueur du monde, il y a pas de souci. Mais bon, tu fais la Serbie, tes grands favoris, il y a eu des blessures, certes, tu te fais sortir en huitième, tu fais des playoffs, certes, il s'est passé des trucs, l'effectif, on peut parler de plein de choses, tu vas pas au bout. Quand t'es meilleur joueur du monde, on a besoin de résultats. En fait, ça doit être accompagné de résultats collectifs. Et donc, Nikola Jokic fait une saison blanche d'un point de vue collectif, alors qu'il est le meilleur. Voilà, donc écoute, qu'est-ce que ça vaut les stats individuelles quand tu gagnes pas à la fin? Ah, toute la question. Mais alors, pour essayer d'un peu, on le connaît bien, on en parle toutes les semaines, tous les jours, donc tout le monde connaît tout. Pour essayer d'apporter un truc, ce que je trouve marrant, c'est qu'on continue un peu à faire un peu parfois des montagnes russes au niveau de son 3 points. En l'occurrence, cette année, le 3 points est bien rentré. Hein. Pour le coup, très bien rentré. On est à 45% sur cleaning the glass, sur Basketball Référence, on a combien? Plus de 40, voilà, 42% à 3 points. Donc là, c'est très cool. Mais tu vois, il fait un peu 42%. L'an dernier, 36. L'année d'avant, 38. L'année d'encore avant, 33,5. L'année d'encore avant, 38, tu vois, c'est un peu... il oscille. Donc là, cette année, c'était rentré, c'est bien. Et niveau efficacité aussi, bon, on est à plus 15% d'efficacité relative à la moyenne. En parlant un peu d'histoire, c'est vrai qu'on est on n'est pas sur son pic en carrière de 2023, qui était peut-être la plus belle saison offensive qu'on ait vue, ou une des, avec Curry 2016 sans doute depuis 10-15 ans, quoi. Mais on est sur une zone où, à ce tel volume de responsabilité, il y a quoi? Il y a même pas 30 saisons dans l'histoire de la NBA depuis plus de 40 ans, en tout cas, de voir plus 15%. Et lui, tu vois, il fait plus 15%, l'an dernier plus 12%, l'année d'avant plus 21%, plus 17%, plus 13%. On est sur une demi-décennie qui est absolument fantastique depuis les 2020 pour le coup. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, ça, encore, je parle que de son scoring. Tu vois, on peut comparer à qui est-ce qui a fait un peu des trucs similaires. C'est Stephen Curry, il fait des trucs parfois comme ça, historiquement. Kevin Durant, mais tu vois, c'est que des mecs où il n'y a pas du tout le même apport de création collective. Curry le fait un peu quand même avec le jeu off-ball, mais il y a aussi le playmaking, tu vois, avec Jokic, cette création. Donc, c'est un moteur d'attaque excellentissime. Cela dit, pour parler un peu de la saison, je trouve que cette saison, la défense n'a pas été tout le temps parfaite de la part de Jokic, mais aussi de la part des Nuggets derrière, parce qu'il y a toujours ce compromis où il faut compenser, et cette année, ça a été un peu moins bon pour compenser, mais la défense est revenue en playoff collectivement, donc ça a été un peu rassurant pour le coup. Mais tu vois, paradoxalement, on dit c'est une des meilleures saisons de l'histoire, ou etc. en attaque. Paradoxalement, je crois que j'ai jamais vu une équipe aussi bien défendre Jokic que le Thunder en playoff, et je pense que ça en raconte plus sur le Thunder que sur Jokic, parce que c'est une défense absolument incroyable, quoi. Mais je te rejoins dans tout ce que tu as dit, clairement, et ça montre à quel point la défense du Thunder est l'une des plus belles défenses des dernières années. Alors, il y avait celle des Celtics l'année précédente. On pourrait parler de l'époque LeBron Wade, Bosh à Miami, qui était une défense exceptionnelle. Sur les dernières années, ou Boston un peu plus tôt aussi, avec Kevin Garnett, etc. Garnett, ouais. C'est les moments un peu qui nous restent en mémoire, mais celle de l'année dernière, avec un joueur aussi fort, ils ont réussi à le limiter. Et ça veut dire beaucoup quand on parle de Nikola Jokic, parce qu'il était pas assez bien accompagné. C'est aussi la réalité de notre sport, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas faire les choses tout seul, ça n'existe pas. Aussi fort sois-tu. Donc Nikola Jokic, sur l'année 2025-2026, on va l'attendre d'être mieux accompagné, sinon va falloir tout
tout bazardé. Et ils se sont bien renforcés. Et je suis presque sûr qu'il fera tout aussi bien, qu'il sera en triple-double ou pas loin, et qu'il aura un 4e titre de MVP parce que l'équipe sera naturellement meilleure. Si l'équipe est meilleure, ils vont finir premier ou deuxième, et ce sera pour lui le MVP. Donc voilà, tu sais, avec Jokic, on a essayé, enfin tous, hein, on essaie tous de dire un truc un peu différent sur lui. Mais en fait, à chaque fois qu'on parle de basket pur, et donc pas de sa défense, hein, mais de basket pur, on en revient tous à dire, mais en fait, il fait des trucs que personne n'a jamais fait, et il voit des choses que personne ne voit. Moi, j'aime bien dire que c'est un mix entre Larry Bird et Luka, mais avec 10 centimètres de plus et en jouant pivot, parce qu'il a je sais pas comment dire, mais tu vois, il file de game, il a un truc qui est tellement inné, c'est tellement inné ce qu'il a en lui, que tu ne peux pas le comparer à quelqu'un d'autre. Donc, j'espère qu'on aura encore 5 ans de bon Jokic. En fait, tu vois, c'est un peu un espèce de souhait qu'il se blesse pas avec son physique, son drôle de physique, qui nous donne encore 5 bonnes années et qu'il aille chercher des titres parce que ce sera un plaisir non dissimulé de refaire un top 100 et d'arriver dans le top 10 avec un Jokic dedans. Tu vois, moi je trouve ça cool. Moi je suis pour le truc il y a des nouveaux qui viennent taper à la porte. Et pour rentrer dans le top 10, dans mon esprit, par exemple, Steph Curry est 11e et n'est pas rentré dans le top 10, parce que pour rentrer dans le top 10, avec ce qui s'est passé dans l'histoire de la NBA, il faut vraiment faire quelque chose de particulièrement exceptionnel. Et c'est ce qu'il est en train de produire, Nikola Jokic. Donc, on sortait d'une décennie où LeBron a fait 9 finales en 10 ans. Est-ce que Jokic va faire 10 MVP en 10 ans? Peut-être sur les 2020. C'est potentiellement possible. Ça serait... alors, qu'il a juste 5 titres avec, hein. Parce que sinon, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. On se comprend, bien sûr. Ça vaut rien. Moi, j'échange ma vie avec lui, hein, peut-être. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu aimes les chevaux, toi aussi? C'est l'un de tes trucs, l'un de tes dadas? Non, j'aime pas trop. Ou alors avec beaucoup de sel. Mais on parle pas la même chose, du coup. Ce truc de cheval terrible. Donc Nikola Jokic, peut-être le débat, pour parler un peu sérieusement, c'est avec Giannis, qui pour l'instant est numéro 1, ce serait la pondération de la défense. Je pense que ceux qui voudraient un peu argumenter là-dessus, j'avoue que je pense que le différentiel de création offensive est tel que pour moi, je garde quand même Jokic devant. Mais ok, on le met numéro 1, ça te va? Il est évidemment numéro 1, la question se posera avec SGA. Voilà. Ouais. Et j'ai hâte de voir ce que vous déciderez, parce que si la question c'est 2024-2025, il y en a un qui a tout gagné, qui a tout pris, et donc la question doit se poser, vraiment. Et d'ailleurs, aux Awards ESPN, c'est SGA qui a été athlète de l'année, et pas Nikola Jokic. Attends, Jordan Poole n'est pas passé encore non plus. Hein, donc, Jordan Poole n'est pas encore passé, j'ai hâte de le voir avec Desmond Bale à la 3e, 4e place. Alors justement, j'ai pas fait exprès, mais nous sommes le 15 mars 2025, petit quiz pour finir. C'est un contre-spectaculaire, il n'y en a pas tant que ça, c'est un contre-spectaculaire contre les Washington Wizards. Mais qui est sur le terrain, Thomas, ce 15 mars 2025 pour le contre de Jokic sur un joueur des Wizards? Bon, faisons simple. Jamal Murray. Oui. Aaron Gordon. Peut-être blessé non, en c'est mars. pas Aaron Gordon, blessé en mars. Ouais. Blessé. Donc c'est notre gars Peyton Watson, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est élémentaire. Notre ami Christian Brown? Non, c'est un free agent actuellement, mais le free agent le plus connu de l'histoire peut-être. Russell Westbrook? Exactement, Westbrook, ouais. Ah oui, pas de média terrible. Et le dernier, c'était le surnom de Isaiah Thomas à l'époque des Le surnom d'Isaiah Thomas, lequel? Le petit ou le grand? Le petit de Détroit. Enfin, le petit ou le grand, les deux sont petits. Hein. Ah, c'est le grand, c'est le grand alors. Ah d'accord, ok. Ah non, je l'ai pas du tout. C'est quoi? Non, alors c'est le joueur qu'on cherche, c'est un ailier fort, très mobile, pas hyper bon en attaque. Un mec de Switch à Denver, qui a un gros contrat. On se disait, mais pourquoi ils ont donné un gros contrat à... Je suis bloqué sur le surnom, là. Le surnom, c'est Zeke. Bah, c'est Ziki. Eh oui, Zeki. Ah oui, Ziki, bah oui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, là, encore là? Et donc c'est Zeke Naji. Zeke Naji, le pire contrat des dernières années. Et donc, côté Wizards, désormais. Bon, est-ce qu'on a du Frenchie ou pas? Non, pas sur le terrain, non. Il n'y a pas Alexa, il n'y a pas Koulibaly. Est-ce qu'il y a Jordan Poole, notre ami, alors? Non plus. Oh, qu'est-ce que c'est que cette équipe? Il y a des jeunes. Il y a le Kishon George. Exactement, Kishon George, tout à fait. L'autre jeune, un meneur. L'autre jeune que j'adore, oh là là, avec son surnom, prénom, oh là là, je l'adore et j'ai oublié son blaze. C'est un bon pote, comme je te disais tout à l'heure, c'est un bon pote. C'est encore un Buddy. Alors c'est pas Buddy, c'est Bud. C'est pas Buddy. Ouais, c'est Bud. Bud. Oh la vache, comment il s'appelle encore? Mais c'est terrible. Non mais attends, mais c'est fou.
C'est Il y a pas Carrington. d'électricité. Ah Bud ouais, Carrington. Bud Carrington. Mais le Ah, mec, je te l'accorde. je l'ai suivi toute l'année, le mec. Il y a quelqu'un qui vit près de Reims. Il aime bien aller à Reims. Il aime bien Champagny, le frère. Exactement, Champagny, tout à fait. Il y a un très très jeune qui est arrivé dans le trade de Middleton, un très jeune, drafté premier tour. Un très jeune, quel poste? Un arrière-scoreur qui ne s'appelle pas Magic, mais c'est un Johnson. C'est AJ Johnson, le très très jeune Johnson, AJ oui, Johnson. d'accord, oui. Et le dernier, alors le dernier, t'aimes bien mes indices. Le dernier, il est connu pour ses push shots. C'est un pivot qui est connu pour des flotteurs, des push shots. Je sais, il était à Sacramento. Exactement. Comment il s'appelle? Un athlète fou. Oh là là. Il s'appelle Richard Holmes. Exactement, Richard Holmes. Tu vois, tu sauves l'honneur avec Richard Holmes, tout à fait. Voilà qui sur le terrain. Donc je résume, on a parlé aujourd'hui de Nikola Jokic qui a été inséré à la première place du classement de ce nouveau top 60 désormais. On a De'Aaron Fox autour de la 23e place, 22 autour de Jimmy Butler et Banchero, même si, attention, T-Rex qui va descendre, Desmond Bane peut-être. On a également parlé de Austin Reeves qui est au niveau de la 40e place à peu près, Van Vliet juste en dessous, 3-4 places derrière, qui est également entre Nembhard et Jalen Green, et puis Klay Thompson tout en bas qui ferme la marche quasiment, il est entre Al Horford et Jabari Smith au niveau de la 59e place du coup. Voilà pour la QV du jour. En tout cas, je te remercie beaucoup, Thomas, d'être passé sur ce format. Tu vois, finalement, on est arrivé à le dompter, ce format. Oui, finalement, c'était beaucoup plus simple que ce que je n'imaginais. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Et je te souhaite bon courage pour arriver au top 100. J'ai hâte d'écouter la suite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et d'ailleurs, bienvenue sur le Basket Lab et enchanté, moi c'est Guillaume. si vous me découvrez grâce à Thomas et à First Team, hein, c'est comme ça que marchent les algorithmes. Mais non mais voilà, blague à part, ça me fait très plaisir de recevoir l'intégralité du paysage français, NBA français sur le Basket Lab, mais notamment sur ce format du top 100, on a eu plein de monde d'un peu partout, petits médias, gros médias, c'est ce qui me fait plaisir. Donc merci à Thomas d'avoir joué le jeu, mais surtout d'avoir rigolé à mes blagues un peu stupides et mes jeux de mots encore plus stupide. D'ailleurs, j'en profite, si ça vous intéresse, je le répète, je crois que je l'ai évoqué pendant le podcast, mais Erwan également était venu sur Basket Lab il y a 2 ans maintenant, je crois 2 étés, en 2023, nous raconter un peu l'histoire de First Team, le média First Team. Donc ça évolue un peu depuis, mais si ça vous intéresse, numéro 135 du Basket Lab. Et nous, demain, de notre côté, eh bien, on va continuer notre série. Donc demain, nouvel épisode avec un nouveau membre d'un média NBA français. Et demain, pour l'épisode 14, je peux vous annoncer la QV. Demain, on va parler de Kyrie Irving, on va parler de Andrew Wiggins, de Michael Porter Jr., de Cason Wallace et de Jaylen Brown. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Thomas d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.